Bonjour, aujourd'hui on va faire le chapitre 4 du CCNA 2 version 6. Le titre c'est les réseaux communautés. Le plan de la présentation, on va commencer par aborder la conception des LAN, puis ensuite on va voir c'est quoi l'environnement communauté comme tel. La conception LAN. Notre monde numérique change, donc l'accès à Internet, l'accès aux ressources d'un réseau à distance, le télétravail, les informations qui doivent être accessibles, peu importe où ce qu'on se trouve, en déplacement ou les bureaux à domicile. Bon, il faut faire tout ça de manière sécurisée. Il faut fournir une certaine fiabilité, puis une constance dans la disponibilité aussi des ressources. Il y a aussi le passé qui va demeurer présent, donc il faut souvent prendre en compte la présence d'équipements plus anciens. Un exemple classique, c'est les anciens PBX, donc c'est des systèmes téléphoniques anciens. Aujourd'hui, bon, les switches deviennent de plus en plus importantes étant donné le nombre de périphériques qu'on va vouloir connecter. Les routeurs aussi sont importants, eux, plus pour gérer les accès externes puis la sécurité du réseau. Dans le passé, nous avions des réseaux qui étaient séparés. Donc, on avait un pour le téléphone, un pour Internet, un pour la sécurité, la domotique aussi. Aujourd'hui, les réseaux d'entreprise vont avoir recours à des solutions qu'on dit convergées, donc qui vont inclure, par exemple, les systèmes vocaux, les téléphones IP, les passerelles vocales, les flux vidéo. On va écouter la sécurité, la domotique, l'inévitable vidéoconférence. Un réseau convergent prenant en charge la collaboration va inclure des services de données et dans certains cas, certaines fonctionnalités comme par exemple le contrôle des appels, où on va faire le traitement des appels téléphoniques, on va obtenir l'identification des appelants, le transfert des appels, la mise en attente, les conférences téléphoniques. On a la messagerie vocale aussi pour bon, les messages vocaux. Alors, le concept de mobilité qui permet la réception des appels importants en tout lieu. Donc, on pourrait transférer des appels vers une autre destination. La réception automatique des appels, donc qui prétend une réponse plus rapide aux clients grâce au routage direct des appels aux personnes concernées. Naturellement, c'est tant qu'on ne se perd pas dans les annonces puis les messages de tous les menus. Donc, la transition vers un réseau convergent va présenter l'avantage majeur de nécessiter l'installation et la gestion d'un seul réseau physique. Un effet positif, c'est sûrement la réduction des coûts par rapport à l'installation et la gestion de réseaux distincts pour la voix, la vidéo, les données, par exemple. Une solution de ce type-là, de réseau convergent, va intégrer la gestion informatique qui va permettre de gérer les déplacements, les ajouts et les modifications à l'aide d'une seule interface d'administration. Cisco réfère au principe de travailler de la maison, d'un bureau satellite ou d'une filiale dans ce qu'appelle les réseaux sans frontières Cisco. C'est en fait une intégration pure et simple des VPN. Le réseau sans frontières de Cisco permet donc aux entreprises de prendre en charge un réseau qui peut connecter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel périphérique de manière sécurisée, fiable et transparente. L'architecture va permettre de gérer les accès et les performances des différents types de périphériques de manière unifiée. La conception des réseaux est basée sur un modèle à 3 niveaux: le cœur, la distribution et l'accès. Il y a aussi une version compressée pour les plus petits réseaux qui va combiner les niveaux cœur et distribution. Le niveau accès va gérer les connexions directes au périphérique. C'est à ce niveau qu'on va retrouver les technologies comme le Wi-Fi, le Power over Ethernet, Ethernet. C'est le niveau où on va avoir besoin de beaucoup de ports et c'est à ce niveau qu'on va retrouver les switches avec beaucoup de ports mais pas beaucoup de fonctionnalités. Le niveau distribution, c'est où on va combiner les accès avec moins de ports, mais plus de fonctionnalités et plus de bandes passantes. C'est aussi à ce niveau qu'on va implémenter la sécurité. Finalement, il y a le niveau cœur où on va retrouver encore moins de ports et encore plus de vitesse. Donc, par exemple, des liens fibre optique. C'est un niveau plus ou moins sécurisé puisque c'est déjà pris en charge par le niveau distribution. Les directives de conception de réseaux communautés sans frontières vont reposer sur la hiérarchie qui va faciliter la compréhension du rôle de chaque périphérique à chaque niveau.
La modularité, donc qui va permettre l'extension du réseau et l'activation des services intégrés en fonction des besoins. La résilience, qui assure que le réseau reste toujours actif pour répondre aux variations dans la demande, par exemple dans une journée. Finalement, la flexibilité qui utilise toutes les ressources du réseau pour répartir la charge de trafic de manière dynamique. On a un exemple de l'intégration de cette hiérarchie. Par exemple, ici, on a un bâtiment, le bâtiment A qui est vu comme étant la direction, sur lequel on retrouve des switches de niveau 3. Ensuite, on a des connexions qui servent de cœur. Donc, c'est probablement là aussi qu'on retrouverait les principaux serveurs. Ensuite, vous avez les différents bâtiments dans lesquels on retrouve encore des switches de niveau 3 qui permettent les connexions vers les différents bâtiments et sur lesquels, en dessous, on a une espèce de stack de switches qui, eux, vont permettre les connexions directement au périphérique et qui constituent donc l'accès. Les réseaux ont fondamentalement changé et la place des commutateurs a considérablement augmenté alors que les routeurs sont dégagés de certaines fonctions qui sont déplacées vers les commutateurs. Certains commutateurs ont maintenant des fonctions de couche 3 qui sont limitées à la segmentation interne. Donc, ce n'est pas tout à fait la totalité de la couche 3 qui est prise en charge par ces switches-là. Donc, ils ne peuvent pas faire, par exemple, un accès vers un réseau externe, mais sont capables de faire des VLAN à l'intérieur de leur réseau. Là. Et on verra les astuces plus tard dans le CCNA 2. Donc, ça permet d'améliorer les liaisons internes puis de réduire la charge du routeur. C'est important car de nos jours, il y a 1 tonne de trafic qui va sortir du réseau vers Internet. Les routeurs sont déjà très occupés à gérer ce trafic-là et aussi à empêcher certains accès vers votre réseau. Bon, l'avantage d'un LAN commuté, donc un LAN qui est créé principalement à partir de switch, bon, ça augmente la flexibilité, ça améliore la gestion du trafic, puis ça va offrir en plus des fonctions supplémentaires de qualité de service, de sécurité supplémentaire, de prise en charge de réseau, de connectivité sans fil par des points d'accès, la prise en charge de nouvelles technologies, comme par exemple les services de téléphonie IP, la mobilité. Ici, à côté, sur l'image, on peut voir justement une illustration de cette architecture-là, où on a en bas différents périphériques qui sont connectés aux switches de couche 2. Donc, c'est des switches qui sont vraiment limités aux fonctionnalités normales. Ensuite, sur la couche distribution, on voit qu'on a des switches de couche 3 qui sont interconnectés, donc ils vont offrir une certaine redondance, mais naturellement, il y a moins de connexions à ce niveau-ci. Et finalement, ils sont regroupés pour aller vers le core, donc vraiment le cœur un petit peu plus haut. Et on a un routeur qui, lui, va permettre de sortir de notre réseau d'entreprise, par exemple, vers l'extérieur. Donc, il y a plusieurs types de commutateurs pour les entreprises. C'est important de faire le déploiement des commutateurs qui sont adaptés aux besoins de notre réseau. Les configurations des commutateurs peuvent être fixes ou modulaires. On doit aussi choisir si on a besoin qu'ils soient empilables ou non. On va voir la subtilité entre les deux tantôt. C'est quand même un coût supplémentaire. Et finalement, on doit aussi considérer les caractéristiques physiques en termes d'espace puis de montage. Donc, quelle forme prennent physiquement nos switches. Les considérations courantes pour la sélection des commutateurs, le principal, c'est naturellement le coût, qui va dépendre du nombre et de la rapidité des interfaces qu'on va avoir sur la switch, en plus des fonctionnalités qui sont prises en charge, puis sa capacité d'extension. Donc, par exemple, si on a une switch de 48 ports avec la fonctionnalité de faire l'empilage, bien, ça va coûter un petit peu plus cher, environ 1000 $ par exemple, que la 48 ports qui, elle, n'a pas cette fonctionnalité-là. Mais il y a certains avantages à pouvoir empiler, comme vous allez voir. La densité, c'est là où on va évaluer les besoins des commutateurs par rapport au nombre de périphériques qui doivent être pris en charge. L'alimentation, certains équipements sont alimentés
à même la liaison du réseau par la technologie Power over Ethernet. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en considération. Donc, si c'est activé sur les périphériques, si c'est un besoin qu'on a naturellement, ça peut jouer sur le choix de nos équipements, mais aussi sur la façon dont on va les alimenter parce que naturellement, dépendamment du nombre d'équipements qui sont alimentés avec le PoE, il faut le considérer dans l'alimentation qu'on va installer dans la switch aussi. Donc, certains boîtiers de commutateurs vont permettre d'avoir plusieurs alimentations qui vont être redondantes en plus à l'intérieur là, pour s'assurer, par exemple, que si une des alimentations devient défectueuse, on va avoir un message d'erreur. L'autre alimentation va prendre la relève. Pendant ce temps-là, on peut faire le dépannage sur l'alimentation défectueuse. Bon, la fiabilité, qui est le principe par lequel on doit fournir un accès qui est permanent au réseau. La vitesse des ports, on revient un peu là-dessus. Donc, la vitesse de connexion, c'est une caractéristique fondamentale. Aller, par exemple, faire l'intégration des ports avec du 100 mégabits aujourd'hui, ça serait un peu ridicule, et considérant que presque tout fonctionne à 1 gigabit et plus. Les tampons des trams, donc en cas d'encombrement sur les ports, c'est des mémoires internes qui vont permettre de garder des trams reçus, donc le temps que tout se stabilise puis qu'elle puisse les transmettre sur les ports nécessaires. Naturellement, ben, la grandeur de cette mémoire-là peut aussi affecter les performances dépendamment du type de variation dans l'encombrement sur notre réseau. L'évolutivité, hein, c'est le fait que le commutateur peut comporter la possibilité d'accepter des connexions supplémentaires, par exemple avec des ports qu'on peut ajouter plus tard. Donc, quand on n'est pas certain de nos besoins ou on veut se donner de la flexibilité pour les besoins futurs. Le premier type, ça serait les commutateurs à configuration fixe, donc qui vont prendre en charge uniquement les fonctionnalités et les options qui sont fournies d'origine avec le commutateur. Donc, chaque modèle va être particulier puis va déterminer les fonctionnalités et les options qui sont disponibles. Il existe en général différents choix de configuration selon le nombre de ports et le type de ports qui vont être inclus. Sur la figure, on peut voir des commutateurs pratiquement fixes, dans le sens où, si on observe ici, on peut voir qu'il y a des ports d'ajout, donc on appelle ça des ports SFP pour Small Form Factor Port, donc ils vont permettre d'ajouter un certain nombre limité de fonctionnalités après l'achat. Ici, ce n'est pas des ports Ethernet que vous voyez sur le côté ici. Donc, la première, par exemple, elle a deux, puis elle a deux ports SFP, puis la deuxième, ici, elle en a quatre, là, et on voit aussi les équivalents en bas. C'est une option quand même assez courante, mais c'est limité là, pour l'expansion ou les modifications qu'on peut faire par après. L'autre type qu'on va rencontrer, c'est les commutateurs de configuration modulaire. Donc, les commutateurs de configuration modulaire vont apporter nécessairement plus de flexibilité de configuration à un coût plus élevé. Ils sont normalement livrés avec des châssis de différentes tailles, donc on peut choisir en fonction du nombre de cartes qu'on voudrait ajouter plus tard, vont permettre l'installation de plusieurs cartes d'interface modulaire. Encore une fois, c'est assez évident, plus la taille du châssis est importante, plus on va être capable de contenir de modules. Il y a plusieurs tailles différentes qui vont être disponibles. Par exemple, un commutateur modulaire avec une seule carte d'interface à 24 ports peut être complété par une carte d'interface à 24 ports supplémentaires pour obtenir finalement un total de 48 ports. Dépendamment de nos besoins dans l'évolution de notre réseau, il faut considérer nos besoins quand même parce que ce genre d'option-là est souvent un petit peu plus cher dans le sens où le prix par port est un peu plus élevé. Donc, les commutateurs de configuration empilable, c'est souvent une option qu'on peut obtenir, par exemple, sur une série, on pourrait avoir 48 ports sur notre switch de façon fixe, puis on pourrait ou non avoir, dépendamment de la gamme qu'on prend, avoir l'option d'empiler les commutateurs. Donc, les commutateurs de configuration qu'on dit empilables peuvent être interconnectés à l'aide d'un câble spécial qui fournit un débit de bande passante très élevé entre les commutateurs. C'est différent que de prendre, par exemple, un port gigabit Ethernet à l'avant puis de faire des ponts entre nos différentes switches. Ce n'est pas du tout la même chose. Les commutateurs peuvent être empilés les uns sur les autres et connectés en chaîne par des câbles. Les commutateurs empilés vont fonctionner comme un
commutateur unique, mais plus gros. C'est une subtilité quand même importante. Donc, je vous donne un exemple. Si jamais on recevait un message sur le commutateur 1 qui est destiné à un périphérique qui est connecté sur le commutateur 4, automatiquement, la table de MAC address elle est globale au 4 maintenant. Donc, ce qui fait en sorte que le commutateur 1 va savoir qu'il doit passer par le port d'interconnexion en arrière pour envoyer le message et celui-ci va être envoyé aux autres commutateurs et finalement sortir sur le commutateur 4 directement. Dans une configuration où on n'aurait pas pris ces interconnexions-là en arrière, mais qu'on aurait plutôt fait des ponts, là, comme on fait d'habitude avec nos switches, où on va passer par un port, par exemple, gigabit, de la switch 1 à la switch 2, de la switch 2 à la switch 3, à la switch 3 à la switch 4, par exemple. C'est un exemple que je donne. Ben là, on se ramasserait que il devrait dire, OK, ben moi, je dois envoyer ça vers un des ports. Donc, naturellement, tous les messages devraient passer par ces petits ponts-là et éventuellement propager, là, dépendamment des chemins qu'on a créés. Par exemple, on a fait juste des sauts de 1, mais là, il devrait l'envoyer au commutateur 2, qui l'envoie au 3, finalement au 4. C'est beaucoup plus long. Puis à chaque fois, chacun des commutateurs va faire son traitement, c'est-à-dire récupérer l'information et la traiter. Tandis que dans le premier cas, où on a des commutateurs empilades qui utilisent la connexion spéciale en arrière et qui fait en sorte qu'il réagit comme un seul, ben lui, il va faire le traitement une seule fois parce qu'il sait directement qu'il doit envoyer ça vers le commutateur 4 et que ça va sortir par le port XYZ. En effectuant un raccordement croisé sur ce type de commutateur, le réseau peut récupérer rapidement en cas de panne d'un seul commutateur aussi. Donc, ça aussi, c'est un des gros avantages. Ils vont être recommandés lorsque la tolérance aux pannes et la disponibilité de la bande passante constituent des éléments qui sont essentiels et que l'implémentation d'un commutateur modulaire représente une dépense qui serait jugée trop importante. Donc, c'est comme une solution intermédiaire là, pour avoir une espèce de modularité à un coût un peu plus faible. On est maintenant rendu à l'environnement commuté. Un commutateur prend une décision en fonction des ports d'entrée et de destination. Le commutateur LAN gère une table qu'il utilise pour déterminer comment il doit acheminer son trafic. Les commutateurs LAN Cisco vont transmettre des trames Ethernet basées sur l'adresse MAC de destination des trames. Donc, sur l'animation, on voit des trames qui arrivent sur les ports d'un commutateur et qui sont transférées. On a maintenant une trame qui arrive sur le port 1 et qui est destinée à l'adresse MAC EA. Dans la table d'adresse, il y a un lien qui est fait avec, par exemple, le EA sur le port 4. Donc, maintenant, le commutateur sait qu'il doit sortir le message reçu sur le port 4. Donc, il sort son message sur le port 4. On a maintenant un message qui arrive sur le port 5 qui est destiné à EE. EE sur la table d'adresse MAC est au port 1. Donc, le message va sortir sur le port 1. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base. On va voir un petit peu plus en détail le reste du fonctionnement interne. Le remplissage dynamique de la table d'adresse MAC d'un commutateur. Un commutateur doit d'abord savoir quel équipement figure sur chaque port avant de pouvoir transmettre une trame. Donc, on avait déjà abordé la petite subtilité entre les switches et les concentrateurs, donc les hubs qu'on avait avant, donc la différence entre les concentrateurs hubs et les commutateurs switch. C'est principalement le fait que la switch, elle, va transmettre vers la destination uniquement ou à tout le moins, va essayer de trouver la destination. Donc, à mesure que le commutateur va découvrir la relation entre les ports et les appareils, il va remplir une table qui est appelée la table d'adresse MAC ou la table CAM pour Content Addressable Memory. La CAM, c'est un type particulier de mémoire qui est utilisé dans des applications de recherche à haut débit. Le secret, c'est le C dans CAM. Donc, dans ce type de mémoire, l'accès va être possible sur la base du contenu. Donc, normalement, quand on fait des accès en mémoire, on va accéder par l'adresse de la mémoire. Donc, on va faire des recherches à l'intérieur. Ici, c'est un peu différent. Donc, directement à partir de l'information qui est dans la mémoire, c'est ce qui va permettre de directement pointer sur cette case mémoire-là. C'est beaucoup plus rapide
en termes d'association. Ici, par exemple, on va accéder à l'information à partir de l'adresse MAC. Quand le content qui est observé, c'est l'adresse MAC. On reçoit un message qui est vers une destination de MAC address en particulier. On va regarder directement à la case de mémoire qui aurait ce contenu-là, donc le content, puis on va trouver s'il y a ou pas de l'information correspondante. C'est beaucoup plus rapide que de parcourir l'ensemble de la table pour chacun des éléments. Les informations de la table d'adresse MAC sont utilisées pour transmettre les trames, naturellement. Une des premières choses que va faire un commutateur en recevant une trame, si, par exemple, l'adresse source n'est pas dans sa table MAC, ben, il va l'ajouter. Donc, parce que maintenant, il vient de recevoir sur le port 1, par exemple, un message entrant, mais il y a l'adresse source MAC, donc il est capable de faire déjà une correspondance puis de l'ajouter dans sa table de MAC address. Pour ce qui est de la destination, si l'adresse de destination MAC n'est pas dans la table CAM, la switch va simplement envoyer le message à tous les ports à l'exception de celui qui était entrant. Ici, on a une petite animation qui nous résume un peu le principe. Au départ, on a l'ordinateur A dont le MAC address est 000A qui envoie un message entrant sur le port 1 de la switch 1. On remarque que les deux tables d'adresse MAC pour switch 1 et switch 2 sont actuellement vides. Alors, le message entrant qui arrive de A avec le MAC address 000A, on a le message un peu résumé ici. On a la destination qui s'en va vers B, l'adresse MAC qui est ici. Puis, on a la source qui est identifiée, non 00A. La première chose que la switch 1 va faire, c'est ajouter l'information parce que maintenant, il y a une correspondance entre un port puis une adresse MAC. Donc, il peut l'ajouter à l'intérieur de sa table de MAC address. Ensuite, il envoie le message vers tous les autres ports sur lesquels il y a des connexions. Donc, dans ce cas-ci, 3 et 4, 2, il n'y a rien de connecté, puis 1, c'était le port entrant. Naturellement, le message était à destination de l'ordinateur B, donc lui, il accepte le message. La switch 2, elle, recevant le message, ben, est capable aussi de faire une correspondance en disant ben, si jamais j'ai l'adresse MAC qui est recherchée 000A, ben, je sais que mes messages devraient les envoyer par le port 1 qui est ici. Ensuite, elle continue, donc elle propage encore le message parce qu'elle n'est pas au courant que le message s'est déjà rendu à la bonne destination. Elle fait la même chose, donc elle ne renvoie pas le message naturellement sur le port 1 parce que c'était le port entrant pour elle. Elle propage vers les ports 2 et 4 ici parce qu'il y avait des éléments connectés sur ces ports-là. Autant l'ordinateur sait que le routeur vont refuser le message et le rejeter. Maintenant, l'ordinateur B qui envoie une réponse, donc le nouveau message, la source MAC, c'est maintenant B, la destination MAC, c'est A. On va avoir un message entrant sur switch 1 par le port 3 avec l'adresse MAC 000B. C'est ajouté dans la table MAC address de S1, port 3, la correspondance pour l'adresse MAC B. Mais maintenant, par exemple, switch 1 connaît déjà où est connecté le MAC address A. Il sait que c'est sur son port 1 et envoie le message uniquement sur le port de destination. Dans les premiers réseaux, on utilisait les hubs, donc les concentrateurs, pour les réseaux Ethernet. Donc, les hubs causent rapidement un problème au niveau des performances parce qu'ils vont diffuser sur tous les ports de façon systématique. Donc, on avait un très grand domaine de collision qui était créé parce qu'en ajoutant de plus en plus d'informations, plus ça allait, plus on augmentait. Donc, plus on avait de périphériques, plus on avait de risques de collision. Donc, pour réduire le domaine de collision, on utilisait des ponts qui séparaient un peu les réseaux en petits segments, ce qui nous permettait de réduire le domaine de collision. Aujourd'hui, les switches vont limiter le domaine de collision et on n'utilise plus vraiment les ponts. Selon les besoins de performance versus la fiabilité, il y a 2 ou 3 méthodes là, utilisées avec les switches. On va voir, il y en a 2 fondamentales, mais il y a une petite variation dans la deuxième là, qui fait qu'on peut dire qu'il y en a une troisième. La première méthode, c'est le store and forward, donc qui va faire la mise en mémoire de la trame et ensuite qui va valider le code CRC avant de faire la transmission. Première chose, il va mettre l'information en mémoire. Ensuite, il regarde le code CRC avec son propre calcul. Si le CRC est bon, il analyse maintenant l'adresse de destination, puis il fait sa recherche dans sa table de MAC address.
et ainsi de suite. Donc, c'est une approche qui est jugée naturellement sûre, mais un peu moins rapide que les autres méthodes qu'on va voir. On a une petite animation pour montrer le processus. On a une trame qui part de l'ordinateur source, qui s'en va vers le commutateur, qui va mettre en mémoire la totalité, vérifier le code CRC. Dans ce cas-ci, les deux codes correspondent. Il va regarder dans sa table de commutation, sa table de MAC address, pour trouver une correspondance. Si c'est fait, donc il envoie vers la destination. La destination reçoit la trame au complet. L'autre approche, c'est celle qu'on appelle le cut-through, qui débute le traitement avant même la fin de la réception de la trame. Donc, c'est une méthode qui est risquée, mais pas mal plus rapide. Ici, on a une petite animation encore. La trame qui part de l'ordinateur destination est transmise et directement, dès que les informations suffisantes, donc les champs suffisants du départ, sont récupérés, il regarde dans la table de commutation, puis ensuite, il commence directement à transmettre les bits avant même d'avoir reçu la totalité de la trame. On va regarder un petit peu plus en détail le fonctionnement de chacune des deux méthodes. La commutation Store and Forward va présenter deux caractéristiques principales qui vont la distinguer de la commutation Cut-Through. Le contrôle des erreurs et la mise en tampon automatique des trames. Le contrôle des erreurs, donc le commutateur va recevoir la trame complète sur le port d'entrée. Le dernier champ contient une séquence de contrôle de trame, FCS pour Frame Check Sequence, qui utilise une sommation CRC pour Cyclic Redundancy Check. Le commutateur va comparer avec ses propres calculs. Donc, si la trame est exempte d'erreur, le commutateur va transférer la trame. Sinon, elle va juste être abandonnée. L'autre élément qu'on a évoqué, c'est la mise en tampon automatique. Ça permet, en plus d'analyser la trame avant de la transférer, de gérer les combinaisons de vitesse Ethernet. Donc, par exemple, le traitement d'une trame qui va arriver à 1 gigabit par seconde, ça serait trop rapide si le port de destination, lui, ne fonctionne qu'à 100 mégabits par seconde. Donc, dans ce cas-ci, ça serait important de tout mettre en tampon la trame pour pouvoir la transmettre au bon rythme pour la sortie. En fait, dès que les vitesses de port d'entrée et de sortie ne sont pas les mêmes, le commutateur va utiliser le Store and Forward. La commutation Cut-Through présente l'avantage par rapport à la commutation stockage et retransmission, là, Store and Forward, de commencer à transférer une trame plus tôt. Donc, cette méthode va permettre au commutateur de lancer le transfert en 10 microsecondes environ. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, il n'y a pas de contrôle FCS. Il n'y a pas non plus de mise en mémoire tampon automatique. La commutation Cut-Through comporte deux caractéristiques principales, donc la transmission rapide des trames et la méthode Fragment Free. C'est là la subtilité. La méthode Fragment Free, c'est une petite variation qui est un peu plus lente, mais qui présente un peu moins d'erreurs, surtout sur des liens où il y a des risques de collision. Donc, avec cette méthode-là, la switch va attendre la réception des 64 premiers octets avant de débuter à traiter la trame. Dans tous les cas, la méthode Cut-Through présente un risque au niveau des performances, car elle peut transmettre aveuglément des trames vers la destination. Donc, elle peut donc transférer plusieurs trames qui seraient invalides sans même s'en rendre compte. Ça reste que sur des liens qui sont stables et full duplex, elle est plus performante. Ici, c'est peut-être intéressant de regarder le début d'une trame Ethernet puis de voir que après le préambule, ce qu'on a, c'est l'adresse MAC de destination. Donc, c'est un peu le secret là, de cette trame-là, justement, ce qui va nous permettre de commencer tout de suite à transmettre les informations là, dès la réception des 14 premiers octets. On sait déjà vers où les transmettre en assumant qu'il n'y aurait pas d'erreur dans les données. C'est d'ailleurs probablement ce qui a influencé le choix de mettre l'adresse de destination avant l'adresse source. On a déjà évoqué le concept de domaine de collision. Donc, on réfère au domaine de collision pour désigner un segment sur lequel le périphérique partage le média. Dans le cas des hubs, le domaine de collision, c'était l'ensemble des ports, donc il augmentait rapidement. Avec les commutateurs Ethernet, c'est un petit peu plus simple. En mode semi-duplex, chaque segment est dans son propre domaine de collision. En duplex intégral, ça élimine les collisions. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y en avait pas de domaine de collision dans ce cas-ci. Par défaut, il va tout le temps négocier automatiquement le mode duplex intégral lorsque l'appareil avec lequel il communique peut également fonctionner dans ce mode-là.
En plus du mode duplex intégral ou semi-duplex, il doit ensuite choisir, négocier la vitesse de communication pour savoir s'il va communiquer, par exemple, à 10 mégabits, 100 mégabits, 1 gigabit. Un autre domaine qu'on a parlé, c'est le domaine de diffusion. Dans ce cas-ci, ça représente l'étendue du réseau dans laquelle une trame de diffusion peut être diffusée, donc propagée. Les commutateurs envoient les trames de diffusion à tous les ports autres que celui de la source et ne divisent donc pas les domaines de diffusion. Tous les ports d'un commutateur sont dotés de la configuration par défaut, appartiennent donc au même domaine de diffusion. Si deux ou plusieurs commutateurs sont connectés, les diffusions sont envoyées vers tous les ports de tous les commutateurs, à l'exception, comme on disait, de celui par lequel arrivait la trame initiale. Les commutateurs contribuent à réduire l'encombrement du réseau. Donc, ils facilitent la segmentation d'un LAN en domaines de collision séparés. Ils assurent une communication en mode duplex intégral lorsque c'est possible entre les appareils. Ils vont tirer profit de leur densité de ports élevée. Ils mettent les trames volumineuses en mémoire tampon. Ils utilisent des ports à haut débit. Ils exploitent les méthodes rapides de commutation interne et ils représentent un faible coût par port. On a maintenant terminé. Donc, on a vu la conception des LAN. On a expliqué comment les réseaux commutés répondent aux besoins des PME. On a vu comment les données, la voix puis la vidéo convergent dans les nouveaux réseaux commutés. On a regardé comment un réseau commuté de petites ou moyennes entreprises est structuré. Ensuite, on est allé voir l'environnement commuté. Donc, on a discuté de comment les commutateurs de couche 2 transmettent les données sur un LAN de PME. On a vu comment les trames sont transmises sur un réseau commuté. On a comparé dans le vocabulaire surtout le domaine de collision et le domaine de diffusion. C'est important de faire la distinction entre les deux.